L'histoire des droits sociaux en France est profondément marquée par l'influence des courants catholiques et conservateurs qui ont contribué à façonner les politiques sociales du pays depuis plusieurs siècles. Ces mouvements ont joué un rôle crucial dans l'émergence et le développement de mesures telles que le salaire minimum, les allocations familiales, les congés payés, la sécurité sociale et bien d'autres initiatives visant à améliorer les conditions de vie du travailleur et de leur famille. Je ne vais pas détailler exhaustivement. Cela n'englobe pas non plus l'ensemble des œuvres sociales de la France sous l'Ancien Régime, car cela nécessiterait alors une vidéo de 10 heures ou 20 heures, tellement que les siècles furent prolifiques. Cependant, cette charité, cette bonté, cet appui aux démunis découlent directement des enseignements de Jésus-Christ et ont guidé la civilisation occidentale, notamment la France, ainsi que ses rois. Le catholicisme social a joué un rôle important dans le développement des droits sociaux en France. Apparu au XIXe siècle, le mouvement de catholique social s'est appuyé sur les principes chrétiens pour défendre la justice sociale ainsi que l'entraide. Des personnalités comme Albert Demain, Émile Romanet, Jean Le Roll, l'abbé Pierre et Léon Deon, suivant l'exemple de Léon XIII, ont œuvré pour l'adoption de mesures telles que le salaire minimum et les allocations familiales, soulignant la dignité et les droits des ouvriers. Albert Demain, député royaliste, fut l'un des premiers à plaider pour l'instauration d'un salaire minimum légal, reconnaissant ainsi la nécessité de garantir aux travailleurs un revenu décent pour subvenir à leurs besoins. Son plaidoyer s'inscrivait dans une vision sociale inspirée par les enseignements de l'Église catholique sur la justice et la charité envers les plus démunis. De même, Émile Romanet et Jean Le Roll ont contribué à la mise en place des allocations familiales, reconnaissant l'importance de soutenir financièrement les familles pour favoriser la stabilité sociale et économique. Leur action a été soutenue par des organisations telles que la Confédération française des travailleurs chrétiens qui ont milité pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs à travers des politiques sociales adaptées à leurs besoins. Ensemble, ces initiatives catholiques ont donc jeté les bases d'un système de protection sociale dans la République française, marquant ainsi une étape importante dans l'histoire des droits sociaux et contribuant à forger l'identité sociale du pays. Entre 1870 et 1914, le député royaliste Albert Demain est le premier à militer pour le salaire minimum. En 1950, le SMIG, futur SMIC, est créé par Renaud Plévin, malgré l'opposition de la SFIO et du Parti communiste français. En 1970, Jacques Chabin-Delmas, un gaulliste, indexe le SMIC sur la hausse des prix et du salaire moyen, entraînant une multiplication par 4 du SMIC en 10 ans et une augmentation annuelle du pouvoir d'achat de 4 à 10% pendant près de 10 ans. Dans les années 1970, les gouvernements de droite instaurent plusieurs allocations sociales, l'allocation orphelin, l'allocation aux mineurs handicapés, l'allocation de rentrée scolaire, l'allocation de parents isolés et le complément familial. En 1982, sous François Mitterrand, le SMIC et le pouvoir d'achat stagnent pendant 10 ans après que l'indexation des salaires sur la hausse des prix est remplacée par un taux fixé par le gouvernement. En 2000, la réforme des 35 heures conduit à la création de 5 SMIC différents, une inégalité que le gouvernement Fillon s'efforce de corriger entre 2003 et 2006 par une forte revalorisation du SMIC. Sur la scène européenne, Angela Merkel, qui est chrétienne démocrate, introduit un salaire minimum en Allemagne en 2015. La même année, David Cameron, conservateur, augmente le SMIC britannique de 7,4%, suivi en 2020 par Boris Johnson, conservateur, qui le rehausse de 6,2%, surpassant ainsi le SMIC français. En 1916, Émile Romanet, un fervent catholique, crée pour son personnel les premières allocations familiales. En 1918, Émile Masserech et un syndicat patronal isérois inventent les premières caisses d'allocations familiales. En 1929, le député de l'Action libérale Catholisme social, Jean Le Roll, fait voter la généralisation des allocations familiales appuyée par la Confédération française des travailleurs chrétiens. En 1948, le gouvernement du chrétien-démocrate Robert Schuman crée l'allocation de logement familial. Dans les années 1970, les gouvernements de droite instaurent diverses allocations sociales, tandis qu'en 1985 et 2000, les socialistes créent l'allocation parentale et l'allocation journalière de présence parentale. En 1791, le décret d'Allard et la loi Le Chapelier, votée par l'Assemblée constituante de la Révolution française, suppriment toutes les corporations et les sociétés de secours mutuels, SSM, ancêtres des mutuelles aujourd'hui, interdisant également le droit de grève
et la formation de syndicats. En 1835, le gouvernement de De Broglie, orléaniste, reconnaît en pratique la légalité des SSM. Entre 1848 et 1852, la Deuxième République tente sans succès de légaliser explicitement les SSM. En 1852, Napoléon III publie un décret reconnaissant les SSM. En 1914, l'Alsace-Moselle, constatant le retard de la République française sur l'Empire allemand en matière de politique sociale, exige de conserver sa sécurité sociale lors de son rattachement à la France. Entre 1928 et 1930, une coalition de droite crée les assurances sociales, rendant la France, le dernier pays d'Europe, à adopter ce système, en vigueur pourtant en Allemagne depuis plus de 50 ans. En 1945, la sécurité sociale est créée par ordonnance de l'exécutif. Bien que cette institution soit en partie construite par un communiste, Ambroise Croizat, elle s'inspire largement du rapport Beveridge, économiste libéral anglais, et du modèle bismarckien. En 1792, le calendrier révolutionnaire supprime le repos dominical et les fêtes chômées chrétiennes de l'Ancien Régime, réduisant ainsi le nombre chômé de 56 à 32 par an. En 1814, le roi Louis XVIII rétablit le repos dominical par décret. Sous la Deuxième République, il n'y a pas de repos dominical, mais celui-ci est rétabli en 1851 sous Napoléon III, qui, de même, introduit également les congés payés pour le service public en 1853. En 1880, la coalition de gauche au pouvoir supprime le repos dominical pour le secteur privé. En 1905, les conservateurs de l'Empire allemand créent les congés payés s'inspirant de la France. En 1906, sous pression des royalistes sociaux, le repos dominical est rétabli en France. En 1922, le patron du journal L'Information accorde des congés payés à ses employés. En 1925, le secrétaire général du Parti communiste français refuse la revendication des congés payés dans leur programme, tandis qu'en 1926, la CGT commence à revendiquer les congés payés. En 1934, en Alsace, les patrons sociaux accordent déjà des congés payés à 2/3 des travailleurs. En 1936, bien que les congés payés et la semaine de 40 heures ne figurent pas dans le programme du Front populaire, ces mesures sont imposées par les ouvriers. En 1955, Pierre Dreyfus, patron de Renault, montre qu'il est possible d'accorder une 3e semaine de congés payés. En 1956, cette 3e semaine est votée à l'unanimité par une assemblée majoritairement de droite et d'extrême droite. En 1962, le même patron accorde une 4e semaine de congés payés à ses employés, qui sera votée 7 ans plus tard. En 1982, François Mitterrand utilise les ordonnances présidentielles pour promulguer la 5e semaine de congés payés sans débat parlementaire ni concession, s'inspirant du catholicisme social de Jacques Delors, ancien syndicaliste de la Confédération française des travailleurs chrétiens. Avant la Révolution française, il n'existe pas de système d'assurance chômage. La charité et l'assistance sociale sont principalement assurées par l'Église ainsi que par les confréries. Les corporations de métiers jouent également un rôle en aidant leurs membres en difficulté, ce que donc la Révolution française, comme nous l'avons vu, s'empressera de supprimer afin de spoiler les corporations de métiers florissantes. Sous Napoléon III, le développement des sociétés de secours mutuels est favorisé. Ces sociétés peuvent fournir une aide temporaire aux travailleurs en cas de chômage, bien que cela reste limité et informel. En 1910, la loi sur les retraites ouvrières et paysannes est créée, mais aucune mesure spécifique n'est prise concernant l'assurance chômage. Les sociétés de secours mutuels continuent donc à offrir un soutien limité. En 1919, la Confédération générale du travail, CGT, et la Confédération française des travailleurs chrétiens, CFTC, sont fondées. Ces organisations commencent donc à militer pour la mise en place d'un système d'assurance chômage. En 1945, la sécurité sociale est créée par le gouvernement provisoire de la République française. L'assurance chômage n'est toujours pas incluse dans ce système. En 1958, l'UNEDIC, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, et les ACEDIC, Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce, sont créés. Ce système paritaire, géré par les partenaires sociaux, patronat et syndicats, met en place une véritable assurance chômage pour la première fois en France. En 1979, une réforme de l'UNEDIC est entreprise pour améliorer la couverture et l'indemnisation des chômeurs. En 1992, le plan Juppé est mis en place, introduisant des mesures de contrôle et de sanctions pour les chômeurs refusant des offres d'emploi jugées raisonnables. En 2000, le gouvernement Jospin introduit les 35 heures
avec des mesures d'accompagnement pour les entreprises, incluant des aides à l'emploi et des dispositifs pour éviter le chômage. En 2008, l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, et les ACEDIC fusionnent pour créer Pôle emploi, unifiant ainsi le service public de l'emploi et l'indemnisation des chômeurs. Emmanuel Macron, socialiste, a initié plusieurs réformes de l'assurance chômage qui ont suscité un vif débat au sein de la société française. Ces réformes, introduites à partir de 2020, visent à modifier les règles d'indemnisation et à renforcer le contrôle des chômeurs, à réduire le chômage en radiant à tour de bras, via ces 3 propositions d'emploi imposées par France Travail, ou encore à baisser drastiquement le montant par mois pour faire des économies sur les pauvres. En 1673, Colbert, ministre de Louis XIV, créé le premier système de retraite par répartition au monde pour les marins, étendu par la suite à d'autres professions au service du roi. En 1853, Napoléon III généralise ce système à toute la fonction publique, fixant l'âge de la retraite à 60 ans, 55 ans pour les travaux pénibles. À la fin du 19e siècle, les patrons catholiques développent les premiers systèmes de retraite pour les ouvriers. En 1910, la loi retraite ouvrière et paysanne, promulguée par la gauche, met en place un système de capitalisation avec un âge de retraite fixé à 65 ans, ce qui suscite l'opposition de la CGT qui la surnomme la retraite pour les morts. En 1941, sous le régime de Vichy, le premier système de retraite intégrale par répartition, l'allocation aux vieux travailleurs salariés, est créé sous la direction de René Belin, syndicaliste anticommuniste. Ce système est conservé à la Libération en 1945 et intégré à la sécurité sociale, construite sur les grands principes énoncés par le rapport Beveridge et calquant ainsi le modèle bismarckien également. En 1953, une tentative de la coalition centre-droit tente de mettre fin aux régimes spéciaux, et cela échoue face aux grèves. En 1971, la loi Boulin de Robert Boulin, catholique du RPR, introduit plusieurs améliorations au système de retraite, notamment l'augmentation du taux maximum applicable, le calcul de la retraite sur les 10 meilleures années et des mesures spécifiques pour les travaux pénibles. En 1972, les régimes complémentaires sont généralisés à toute la population. En 1981, la retraite à 60 ans est promulguée par la loi Auroux, inspirée par le catholicisme social de Jacques Delors. En 1991, le député socialiste Michel Rocard publie son livret blanc, préfigurant les réformes d'austérité à venir. En 1993, les réformes Balladur d'Édouard Balladur du RPR visent à combattre le déficit causé par la crise monétaire de la réunification allemande. En 1995, le plan Juppé visant à étendre ces réformes à la fonction publique est abrogé après des grèves massives. En 1999, le gouvernement socialiste crée le Fonds de réserve pour les retraites afin d'anticiper le vieillissement de la population. Entre 2003 et 2024, les gouvernements successifs de l'UMP, du PS et de LREM ont mis en œuvre diverses réformes d'austérité. La domination prolongée de cette triangulaire UMP, PS, En Marche a entraîné des conséquences sociales, économiques et sécuritaires désastreuses, ainsi qu'une augmentation des inégalités et le recul des droits des pauvres, des droits aux Français ou les droits de Dieu en France. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, salut.